Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Euh, donc je me présente, enfin on va se présenter. Je vais laisser parler Marie-Laure en premier. Je vais être galant. Bah écoute, merci. Donc je me présente, Marie-Laure Sidoine-Ancel. Je suis commerciale chez Doji Process depuis maintenant 10 ans. Et mon rayon d'activité, c'est l'éducation nationale, les centres de formation, les TPE, les PME et également les grands comptes. Voilà. Et moi je m'appelle Florian Blondeau. Je suis chez 2J Process depuis pareil à peu près 10 ans et je m'occupe de tout ce qui est partie réalité virtuelle, innovation technologique et je gère différents projets de ce domaine et d'autres. Voilà. Je vais vous présenter vite fait la petite interface que vous avez sur votre droite sur le logiciel que vous avez utilisé pour nous rejoindre. Vous avez tout un tas de petites fonctions, dont une qui est importante qui s'appelle questions. C'est dans cette fenêtre que vous allez pouvoir saisir toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, c'est de lister les questions au fil de l'eau et en fin de webinaire, on prendra un certain temps pour toutes les balayer une à une. Voilà, comme ça on regroupera les questions à ce moment-là. Voilà, maintenant je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On va vous faire une petite présentation de J-Process pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis après, on rentrera directement dans le vif du sujet. Alors, 2J Process. Donc, 2J Process, nous sommes une société basée à Aix-en-Provence et nous sommes créateurs et éditeurs de supports pédagogiques digitaux donc pour la santé et la sécurité au travail et aussi pour la formation métier euh, et la formation métier. Notre champ d'action est assez large, c'est-à-dire que nous créons des produits de tout type, donc vraiment le digital large. Les plus simples du type e-learning, on va dire que c'est nos produits un petit peu historiques, ça fait pas mal de temps qu'on crée ce genre de produits. Donc des e-learning, prévention, sécurité, accueil sécurité, de la formation, qu'on déploie sur des plateformes LMS de nos clients. En suivant un petit peu cette voie, on a un nouveau produit maintenant qui se déploie pas mal, c'est ce qu'on appelle le mobile learning. C'est du e-learning, mais sur périphérique mobile, que ce soit tablette ou téléphone. Ces produits sont un peu plus destinés aux managers et à l'ensemble, enfin plutôt au personnel encadrant, qui sont plus souvent en déplacement. Mais on a aussi des produits comme ça qui sont destinés à l'ensemble du personnel. Généralement, c'est des produits assez courts, euh, on va dire une dizaine de minutes max. Pour terminer ça, la réalité virtuelle, qui est un secteur qui se développe à vitesse grand V chez nous depuis 2 ans, depuis 2-3 ans, depuis l'arrivée des casques sur le marché. Et donc, c'est ce type de produit qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, si tu permets, Florian, je voudrais quand même préciser que effectivement notre catalogue aujourd'hui il est très axé sur tout ce qui est e-learning, mais notre fer de lance reste quand même tout ce qui va être clé USB, CD-ROM de type kit du formateur pour les centres de formation, qui représente quand même une large part de notre clientèle. On va également avoir des livrets pour les centres de formation, bien sûr, mais également pour les entreprises et pour l'éducation nationale qui représente également une large part de notre activité, pour les habilitations électriques d'abord, mais également maintenant pour tout un panel de produits liés à la prévention, à la sécurité et bien sûr la réalité virtuelle. De la même façon, on va également avoir des produits, comme l'a dit Florian, des produits courts sur appareils mobiles ou sur tablette. Effectivement, on peut penser que c'est pour les grands comptes. Historiquement, c'est le cas, mais nous avons également une façon de fonctionner, un modèle économique qui nous permet également de toucher les plus petites entreprises et les moyennes entreprises. Voilà, merci pour cette précision. Quelques distinctions donc
que nous avons eu l'honneur de recevoir au fil des ans. Donc, je vais commencer plutôt par la dernière en date. C'est celle du prix d'innovation qu'on a reçu à Préventica Marseille cette année. C'était le mois dernier, justement sur un produit réalisé en réalité virtuelle pour la SNCF. C'est un produit multijoueur qui tourne autour de la réalisation d'un plan de prévention, ou plutôt de la visite préalable à l'établissement du plan de prévention. Avant ça, on a été sélectionné et présent au CES de Las Vegas en janvier. C'est en janvier 2019, pardon. Viva Technologie 2018, Viva Technologie 2017 et un précédent prix de l'innovation à Préventica, c'était Préventica Marseille aussi, il me semble, en 2017. Après, à Paris, on précise que c'était à Paris, c'était pas Marseille. Après, je vous précise quand même qu'en ce qui concerne notre participation au CES, on a été sélectionné en fait pour participer au CES. On ne rentre pas au CES comme ça. Nous, c'est sur la base de la qualité de nos produits en réalité virtuelle que nous avons été sélectionnés. Donc, effectivement, nous en sommes particulièrement fiers. Un petit tour d'horizon des clients qui nous font confiance. Donc, on voit que on a beaucoup de grands comptes et qu'on touche vraiment tout type de corps de métier et tout type d'industrie également. Je ne vais pas vous les lister, je vous laisse les regarder vous-même. Et sans transition, on va rentrer vraiment dans le sujet de la journée sécurité. Et on va vous expliquer déjà quel est l'intérêt d'une journée sécurité pour vos collaborateurs. C'est Marie-Laure qui va prendre le relais là-dessus. D'accord. Alors, l'intérêt de la journée sécurité aujourd'hui, les grands-messes telles qu'on les faisait auparavant, on en fait de moins en moins. Question de budget, question d'organisation. Aujourd'hui, il est beaucoup moins dans l'air du temps de ne convier qu'une partie des salariés à une grande réunion au cours de laquelle les dirigeants vont faire le point sur leur activité. Aujourd'hui, les entreprises se rendent compte qu'il est de plus en plus nécessaire de parler directement à leurs salariés. Et effectivement, la journée sécurité, autrement appelée Safety Day, est le moyen idéal pour ça. Ça va être le moyen, effectivement, de fédérer les équipes, de parler aux salariés de leur propre entreprise et donc de développer chez eux, si besoin était, un sentiment d'identification à la société pour laquelle ils travaillent, pour laquelle ils se lèvent tous les matins, différent. Donc effectivement, lors de la journée sécurité, on va pouvoir sensibiliser les gens sur le fait que eux, ils travaillent dans un domaine bien particulier. Ça peut être de l'opérationnel, ça peut être de l'administratif, etc. Et puis, en fait, lors de cette journée, les différents départements vont se rencontrer, les gens vont pouvoir échanger. Et c'est ce qui va permettre à tout un chacun peut-être de mieux connaître son entreprise, peut-être de prendre le temps de discuter avec des gens avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de discuter, et donc de s'approprier d'une façon différente son entreprise et peut-être de créer un petit regain de motivation pour cette entreprise qu'ils ne connaissent que depuis leur lucarne au final. Donc, effectivement, on est sur un sentiment de vouloir fédérer les équipes, les êtres humains. Effectivement, l'entreprise veut parler à ses salariés directement et pour cela, elle va organiser des ateliers, des stands où les différents départements vont être présents, mais également les prestataires qui vont pouvoir présenter les produits que les salariés utilisent quotidiennement sans véritablement savoir de qui ils viennent. Et puis, c'est l'occasion aussi pour les prestataires de montrer leurs nouveautés qui peuvent intéresser les salariés comme les décisionnaires au niveau des services achats. La journée sécurité, c'est un autre moyen aussi pour l'entreprise de respecter ses salariés puisqu'elle va leur faire des rappels santé, sécurité au travail. L'entreprise, malgré tout ce que l'on peut penser, s'intéresse à ses salariés en attendant par le biais d'une Safety Day, c'est le message qu'elle veut faire passer. Je m'intéresse à toi, je m'intéresse à tes priorités, à ta sensibilité sur le terrain, les risques que tu peux rencontrer sur le terrain. Et pour ça, elle va le faire à travers différents ateliers. Bien sûr, il y a les ateliers réalité virtuelle. On va déjà parler et prêcher pour notre propre paroisse. Mais il peut y avoir des autres
ateliers qui vont, tels que le risque routier, par exemple, où on va sensibiliser les employés, parce que là, ils sont tous concernés sur le risque routier. Et puis après, il y a le dernier point qui va être réduire la tolérance au risque. Alors ça, on y reviendra, mais qu'est-ce que se cache derrière cette phrase? C'est un moyen de sensibiliser les salariés sur le fait que les risques, ils les connaissent. C'est eux qui y sont confrontés tous les jours. Ils les connaissent, c'est vrai, mais à force de les côtoyer, ils les oublient aussi. Et donc, le but de l'entreprise, la responsabilité de l'entreprise, ça va être aussi de leur véhiculer un message fort et différent qui va leur permettre de reprendre conscience des risques qu'ils ont au quotidien et qui font partie maintenant de leur inconscient et non plus de leur conscient. Voilà pour cette première partie. Bon, alors maintenant que l'intérêt en fait des journées sécurité a plus de secret pour vous, je vais faire moi une petite parenthèse technique pour vous donner les clés pour bien comprendre ce qu'est la réalité virtuelle finalement pour les personnes qui ne seraient pas familières avec cette technologie. Et donc pour ça, je vais déjà faire le distinguo et essayer de faire disparaître, disons, un amalgame qu'on rencontre assez souvent entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est deux choses différentes. Donc la réalité augmentée, c'est le fait d'utiliser donc un dispositif qui ressemble à un casque ou à des lunettes et qui va permettre, alors je dis un casque ou des lunettes, mais ça peut aussi se faire au travers d'un téléphone ou d'une tablette. Et l'idée en fait, c'est d'utiliser l'environnement réel, de le filmer ou de le regarder au travers de ces lunettes et de superposer des éléments un petit peu comme des hologrammes, de superposer ces éléments à un environnement réel. Donc sur le petit visuel qu'on vous présente là sur la droite, c'est très parlant. Donc on voit ce personnage qui regarde un matériel et on peut imaginer avoir une vue éclatée de ce matériel qui apparaît. Il peut manipuler ces objets au travers justement de gestuels, de choses comme ça, déplacer les objets dans cet environnement en fait recréé et accéder à certaines données. La différence principale donc avec la réalité virtuelle maintenant, c'est que la réalité virtuelle ne s'appuie pas sur un environnement réel, on ne filme pas l'environnement, on le recrée. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel vous allez vous trouver peut être n'importe quel environnement. On peut recréer un environnement chantier, une industrie, une usine, un véhicule, pourquoi pas, ou un environnement qui n'existe pas. En fait, on recrée l'intégralité de ce qu'on voit, que ce soit donc l'environnement, les personnages, les animations, tout est recréé intégralement et diffusé au travers d'un écran. Voilà. Cette petite différence est importante puisque nous, ce que nous proposons pour nos journées de sécurité, c'est uniquement de la réalité virtuelle. Uniquement de la réalité virtuelle. Maintenant, je vais détailler un petit peu les familles de modules de réalité virtuelle qu'on a l'habitude de présenter. Alors, il faut savoir que la terminologie que je vais utiliser là, ce n'est pas une terminologie normée, en fait, c'est une façon pour nous de catégoriser un petit peu nos produits. Le premier que vous allez voir, et c'est celui peut-être qui s'adresse le plus aux journées de sécurité, ça va être ce qu'on appelle les gameplays linéaires. Le parallèle le plus simple à faire, c'est de dire le gameplay linéaire, ça va être une recherche de risque, par exemple. C'est-à-dire que vous n'avez pas de chronologie dans votre parcours. Vous êtes voilà, lâché dans un environnement. Donc là, le petit schéma sur la gauche, c'est un plan vu de dessus d'une industrie. Et vous allez vous déplacer dans cette industrie et vous allez voir détecter des situations qui vous semblent des situations à risque, les identifier et les corriger pour les remettre en conformité dans cet environnement. Pourquoi linéaire? Il n'y a pas d'ordre en fait, c'est-à-dire que vous allez parcourir cet environnement et détecter les risques un petit peu au fur et à mesure que vous les rencontrez. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et il n'y a pas de causalité entre un risque, l'autre, ou entre une action qui donnerait lieu à une conséquence, etc. À la différence du gameplay arborescent, donc j'ai matérialisé par cette arborescence, ce schéma que vous avez sur la droite, où là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, cinématographique, puisque vous avez une histoire, vous avez un début et vous avez une fin.
Et ce qui se passe entre début et cette fin est complètement conditionné par vos choix et par vos actions. Ce qui fait que, en fonction des décisions que vous prenez, en fonction des choix que vous prenez, des actions que vous menez, vous allez emprunter une branche ou l'autre et arriver à des résultats, à des situations différentes et aussi, pourquoi pas, à des fins différentes. Vous voyez cette notion plate qu'on a sur le gameplay linéaire et cette espèce de parcours en pyramide que vous avez sur le gameplay arborescent est très important parce qu'en termes de durée de parcours, ça peut faire varier pas mal de choses et c'est vraiment le critère de base d'entrée de nos produits. Là, je vous ai parlé vraiment des types de produits. Je vais basculer un petit peu maintenant sur une explication rapide du matériel, parce qu'on parle beaucoup de casques depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est vraiment un casque VR? Disons qu'historiquement, sur le marché, on a eu deux types de casques. Donc les nomades, c'est le premier que vous voyez sur la gauche, ce sont des casques qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire que vous avez besoin de rien d'autre que le casque pour faire fonctionner votre expérience. C'est des casques qui sont relativement légers, qui sont un peu plus limités en termes de puissance, mais qui sont très, très simples à déployer en fait, parce qu'on peut les déployer en volume assez conséquent relativement facilement. À l'opposé de ça, on a eu ce qu'on a appelé les casques fixes. C'est pas vraiment des casques fixes en fait, c'est des casques qui sont moins, on va dire, moins nomades que les premiers. Pourquoi? Parce que déjà, ils nécessitaient, je vais plutôt utiliser le terme nécessité, ils nécessitaient une installation un peu plus complexe, puisqu'on doit mettre en place des capteurs pour identifier notre position en fait dans la zone de jeu. Ils ne sont pas autonomes, c'est-à-dire qu'ils doivent être branchés sur une unité de calcul, donc que ce soit un PC portable ou un PC fixe, mais c'est le PC qui calcule et qui envoie les informations au casque. Logiquement, quand on dit ça, on comprend qu'on a là un dispositif qui est beaucoup plus puissant, qui permet beaucoup plus de choses en termes de rendu graphique, en termes de performance et en termes de complexité en fait du produit. Mais c'est un marché qui va très vite, qui évolue très vite en fait, et tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on a de nouveaux dispositifs qui sortent et on a tendance à avoir cette espèce de gap entre les deux types de casques qui s'amenuisent et qui se rejoignent. Parce que maintenant, on va avoir des casques qui sont à la fois des casques qui ont la puissance et qui vont atteindre petit à petit la puissance des casques qu'on appelait fixes, mais qui restent autonomes au besoin, qui permettent d'avoir un déplacement, enfin une utilisation, quel que soit l'environnement, sans avoir de PC. Et on ne sait pas ce qu'on aura dans les années qui arrivent. Je pense qu'à terme, on aura vraiment des casques hybrides mixtes, c'est-à-dire qui seront autonomes, qu'on va brancher à un PC au besoin si on veut plus de puissance. Donc, on est obligé d'être très réactif en fait en termes de conception de nos produits pour s'adapter à ces nouveaux casques et aux nouveaux matériels qui sortent à une vitesse qui est vraiment affolante. Donc voilà pour cette petite parenthèse technique. J'espère que maintenant c'est plus clair pour vous quand on vous parle de casque de VR et matériel. Maintenant, on va aborder la notion de pertinence du choix de la réalité virtuelle pour ces journées de sécurité. Quel est l'intérêt pédagogique qu'il y a derrière? Très clairement, c'est ce que disait Marie-Laure, l'intérêt de cette journée de sécurité, c'est de faire passer un message, sécurité, et de le faire passer vite et bien, j'ai envie de dire, puisque effectivement, il y a généralement beaucoup de stands, il y a pas mal d'intervenants et il y a tout un tas de sujets qui sont abordés. Alors, on peut avoir des journées de sécurité qui sont à thème, qui sont très ciblées sur une thématique, mais la plupart du temps, c'est une journée de sécurité nationale, globale. Et donc, on va avoir un laps de temps assez limité finalement pour faire passer ce message. Pourquoi? Parce que les personnes vont aller voir tous nos stands et on n'a pas une semaine pour parcourir. Voilà. Donc l'idée, c'est d'utiliser tous les intérêts de la VR pour faire passer un message le plus vite possible, de façon la plus percutante et donc la plus efficace. Très clairement, on utilise de l'optimisation qu'on a en fait sur cette expérience. Alors, on dit une expérience courte. Qu'est-ce qu'on appelle une expérience courte? Sur une journée de sécurité, on s'aperçoit que finalement, peu de personnes restent plus de 10 minutes avec un casque sur le nez à essayer ou à passer sur un de nos produits.
Alors, Donc, si tu permets, oui, les gens ne restent pas plus de 10 minutes. Pourquoi? Pas parce que le oui, produit est mal fait ou parce que il ne représente aucun intérêt. Déjà, effectivement, ils sont dans une dynamique de passer de stand en stand. Généralement, ils arrivent par binôme ou par groupe. Donc, effectivement, il y a toujours une émulation. Mais en fait, nos Serious Game VR ont une bibliothèque à minima de 17 risques. Donc, effectivement, la personne qui va prendre le casque et commencer son expérience, euh, elle va déjà avoir une petite minute de prise en main pour savoir comment se déplacer, comment fonctionne le casque et puis faire son propre focus sur ce qu'elle voit, puisqu'effectivement, la vision que l'on a dans un casque est un petit peu différente. Elle est en réalité virtuelle. Donc, les gens vont rechercher quelques risques. Dans un premier temps, les risques qui leur semblent les plus évidents. Ensuite, ceux qui leur semblent un petit peu plus compliqués. Et puis, au bout d'un moment, vont arrêter parce que le temps, parce que les gens étant autour, ben, ils n'aiment pas trop montrer que finalement, les risques les plus compliqués, ils ne les trouvent pas. Donc, c'est tout aussi l'intérêt de ce genre de matériel et d'application, c'est montrer que, comme je le disais tout à l'heure, on est conscient des risques les plus évidents, mais complètement inconscient de ceux qui sont latents. voilà. Donc, fort de ce complément d'infos, c'est facile pour moi de vous convaincre que cette expérience de 10 minutes, c'est une expérience intense pour l'utilisateur. Et donc, on considère qu'il faut cibler la thématique pour vraiment concentrer l'attention du joueur sur le message qu'on veut faire passer. D'autant que, en fait, il faut cibler le message. Ça veut dire aussi que on va y revenir plus tard. On a un catalogue assez étoffé aujourd'hui de thématiques par métier ou par secteur d'activité. Car le but, au-delà que l'entreprise propose un atelier de réalité virtuelle, ben, c'est de parler à la personne de ce qui peut l'intéresser. Donc, effectivement, on va cibler le message en termes d'activité et de secteur d'activité, mais également sur le type de personnes qui vont tester. C'est-à-dire que les gens qui vont tester, et c'est là en fait qui est tout le charme des journées sécurité, c'est que on va avoir un panel de gens assez disparates qui vont venir tester les casques, et puis tous vont avoir des réactions différentes. Ouais. Il y a le gaillard qui n'a peur de rien et qui effectivement prend le casque pour tester et pour épater un peu la galerie, et puis qui va peut-être être d'ailleurs celui qui va être le plus touché par la réalité virtuelle et qui assez rapidement va se prendre au jeu de façon assez intense, exprimée, et volubile. Et puis, il y a ceux qui vont se renfermer un petit peu sur eux, mettre le casque, s'asseoir, se poser et mener le jeu jusqu'à sa fin, qui vont se prendre complètement au jeu. Effectivement, alors eux, par contre, c'est de la concentration extrême. Et ceux-là, par contre, vont jusqu'au bout de la bibliothèque de risque. En fait, c'est exactement ça. On peut résumer tout ça par le fait que chacun va s'approprier l'expérience à sa façon. Parce qu'il n'y a pas une façon de l'appréhender. C'est vraiment, on arrive avec nos a priori, on arrive avec notre histoire et vraiment, on s'approprie l'expérience. Et ce qui est important de dire aussi, excuse-moi, c'est que il n'y a pas de tranche d'âge en fait idéale pour tester la VR. Au début des expériences, les gens nous disent ah non mais moi c'est bon, je suis trop vieux, ou ah moi je maîtrise parce que je joue toute la journée. Il n'y a pas véritablement d'archétype d'utilisateur de la VR. Il faut juste avoir envie de tenter l'expérience. Et quel que soit l'âge, quelle que soit la dextérité avec ou pas PC, casque ou pas casque, on se rend compte que c'est juste l'envie de découvrir quelque chose de nouveau qui va faire la richesse de l'expérience. Donc bon, qu'est-ce qu'on essaie de vous faire passer comme message au travers de tout ça? C'est uniquement le fait que les ateliers en VR, c'est un moyen de sensibiliser d'une manière vraiment différente, vraiment nouvelle, très basée sur le ludisme et
qui est généralement pas perçu comme du travail. C'est un bol d'air en fait finalement, c'est un moyen de faire passer un message par le biais du jeu, par le biais d'une expérience vraiment intense. Ça, moi j'y tiens parce que c'est vraiment, tant qu'on l'a pas essayé, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur nous et de la façon dont on est pris au jeu. Moi vraiment, je suis un habitué des jeux, je suis un gros joueur, et ben je suis toujours bluffé par ce qu'on peut ressentir au travers la VR. Voilà, moi je résumerai ça comme ça. Je sais pas si. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, alors petit détail hein, qui n'a de valeur que pour ceux qui se sentiront concernés, pour les porteurs de lunettes, le fait d'utiliser un casque, alors vous pouvez utiliser le casque avec ou sans vos lunettes, et on remarque quand même souvent que le casque corrige quand même légèrement la vision et que les gens n'ont pas forcément besoin de leurs lunettes pour profiter de l'expérience. Et ça aussi, ça a sa valeur ajoutée. Généralement, on vous propose aussi de prévoir des chaises qui tournent lors de ces ateliers, de façon à ce que les gens ne soient pas debout et éventuellement perdent un petit peu l'équilibre, mais tout simplement profitent complètement de l'expérience, puisque, on vous l'a dit, c'est un environnement qui est représenté et qui est à 360. Et j'ai toujours entre 360 et 380, donc à 360. Et donc, effectivement, la personne est assise, se tourne, et puis elle agit en fait comme dans la vraie vie. Et c'est à partir de ce moment-là, faut vraiment voir les gens, leur visage, la réaction de leurs collègues qui sont avec eux. C'est vraiment effectivement quelque chose de particulier et à tester forcément. Bien, bon. Là, on a vraiment fait le tour sur les descriptions en fait de ce qu'on appelle les journées sécurité, safety day VR. On va vous présenter là rapidement, parce que je vois que le temps passe et que finalement on prend plus de temps que prévu, vous présenter rapidement les ateliers que nous proposons. Alors ces ateliers, on les regroupe, on les a regroupés déjà par secteur d'activité. Bon, je vais vous les lister, vous les avez. Hein. Donc, on a vraiment des secteurs d'activité qui sont axés spécifiquement tertiaires et bureaux, travaux publics, logistique, carrière, bâtiment, industrie, seconde œuvre et santé. Nous avons donc cette entrée par secteur d'activité et également les ateliers ont une entrée par thématique, c'est-à-dire que nous avons des ateliers pour axer spécifiquement TMS, c'est gestes et postures, spécifiquement risque chimique, chute de hauteur, risque amiante, risque incendie, risque électrique, chute de plein pied. Il y a d'autres versions qui sont disponibles en industrie tertiaire, BTP seconde œuvre. Nous avons également des simulateurs. Alors les simulateurs, ce ne sont pas des recherches de risque, donc ce ne sont pas des scénarios linéaires, mais ce sont des scénarios arborescents. C'est-à-dire que vous avez des actions à mener dans un certain ordre si vous ne voulez pas endommager le matériel, vous blesser, etc. Nous avons deux ateliers actuellement pour donc, la consignation électrique, un atelier de sensibilisation BS et un atelier plus complet sur la consignation BT HTA. Et nous sommes continuellement en train d'étoffer notre catalogue, donc avec des produits qui sont en cours de développement et qui arrivent très prochainement. Donc sur la thématique tout d'abord du risque routier, pour faire prendre la conscience en fait aux joueurs des risques et des facteurs de risque qui vont avoir un impact sur la conduite. Et un atelier destiné au premier secours, et plus spécifiquement au premier secours dans le cadre de SST, pour la partie protéger et alerter. Voilà. On n'est pas sur la partie geste de secours, mais sur la partie protéger et alerter uniquement dans cet atelier-là. Alors maintenant, Marie-Laure va vous expliquer en fait les phases de mise en place d'une safety day, quelles sont les étapes qui constituent toute la durée de vie en fait, à partir de la prise de commande jusqu'à l'organisation de la journée. Donc effectivement, vous nous contactez parce que vous souhaitez organiser une journée sécurité. Donc la première des choses que nous allons voir avec vous, en attendant l'équipe commerciale qui est dédiée à cela, nous allons voir avec vous donc déjà quand a lieu l'événement et quelles sont vos attentes exactement.
Donc, une fois que nous vous avons écouté, nous allons vous faire des propositions basées sur notre expérience et puis un petit peu sur la logique également. Donc, ce qu'on va essayer de savoir avec vous, c'est quel est le nombre de personnes qui sont concernées par les ateliers réalité virtuelle, combien de personnes vous pensez faire passer. Est-ce que ce sont des groupes qui sont préétablis ou est-ce que les gens, en fait, peuvent venir sur l'atelier au rythme où ils le veulent, au fil de leur promenade sur le site lors de leur journée sécurité? Et puis, on va également vous faire des propositions de thématiques, puisque généralement, les gens nous appellent et nous disent, voilà, moi, je veux faire un atelier sécurité en réalité virtuelle sur le travail sur écran, par exemple. Donc, effectivement, on va écouter votre demande. Et puis, si vous ne connaissez pas forcément notre catalogue, on va vous proposer d'autres applications qui peuvent venir étoffer et enrichir votre prestation. Parce que, par exemple, lorsque on va être sur des journées sécurité basées sur le BTP, il faut quand même penser qu'une entreprise n'est pas uniquement BTP au niveau des salariés qui la composent. Il y a aussi des gens qui vont être à la logistique, des gens qui vont être à l'administratif, et c'est la journée sécurité de tout le monde. Donc, on va vous proposer également des applications qui vont pouvoir toucher le plus grand nombre en fonction de leur activité. Et ça, c'est notre métier à nos commerciaux de trouver les bonnes opportunités pour vous. Voilà, donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis, on va vous proposer deux formules. Donc, soit vous pouvez louer les casques pour une journée de plus, ou vous pouvez également nous demander que ce soit un de nos animateurs qui vienne animer pour vous cette journée sécurité ou cette Safety Week. Donc, dans ces cas-là, tout simplement, si vous souhaitez louer les casques, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer le nombre de personnes ou d'ateliers qui doivent avoir lieu à un nombre de casques, puisque effectivement notre bibliothèque aujourd'hui nous permet de vous proposer un nombre conséquent de casques. Après, très honnêtement, c'est pas la peine de prendre un casque par personne que l'on pense devoir passer sur le stand. Il est plus intéressant de se dire que c'est à peu près une personne sur deux qui va passer et puis que l'un va regarder le casque, l'autre percevoir ce que fait son collègue justement pour créer cette émulation et lui donner lui aussi envie de tester l'expérience. Donc voilà, on peut vous proposer un grand nombre de casques. Ça, c'est dit. Ensuite, on va pouvoir également vous proposer la pertinence d'un animateur qui va être là, effectivement, pour faire vivre l'atelier. Je tiens quand même à vous préciser que cet animateur n'a pas de fonction, comment je dirais, n'a pas de connaissances métiers particulières sur le BTP, sur le risque chimique, etc. Là n'est pas sa fonction. Sa fonction n'est pas de passer un message sécurité sur telle ou telle thématique. Il est là pour animer l'atelier, pour faire vivre l'atelier, pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, éventuellement les orienter un peu lorsqu'ils sont perdus dans le jeu. Et pourquoi pas leur proposer d'autres thématiques que celles sur lesquelles ils sont, puisque bien évidemment, notre animateur connaît l'ensemble de nos applications. Voilà. Ensuite, une fois que ça s'est fait, donc on sait si vous voulez animer vous-même votre atelier ou si vous voulez un animateur, bien évidemment, on va vous faire une offre de prix. Et c'est à réception de cette offre de prix qu'on va, si vous avez décidé d'animer vous-même votre atelier, on va en fait déterminer avec vous la date à laquelle on va vous envoyer les casques. Les casques vont vous être envoyés quelques jours avant, de façon à ce que vous puissiez les prendre en main. De toute façon, ils sont accompagnés d'une notice d'utilisation et nous restons à votre disposition pour vous aider. Vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Donc, vous recevez les casques quelques jours avant, vous les prenez en main, vous vous familiarisez avec les applications et le lendemain de la prestation, notre prestataire qui vous les aura amenés viendra les chercher en main propre. Donc, les choses, on vous les facilite le plus possible. Si vous avez choisi le mode avec animateur,
notre animateur prendra contact avec vous quelques jours avant, de façon à bien faire le point sur ce que vous attendez de lui lors de cette journée de sensibilisation. Donc, vous avez un contact direct avec lui. Il sera là suffisamment tôt pour vous rencontrer, pour évaluer les lieux, pour éventuellement faire le point sur ce qui pourrait lui manquer, pour clairement et facilement animer cette journée sécurité et être le plus rentable, entre guillemets, pour vous. Voilà. Ensuite, que vous dire de plus? Nous avons bien évidemment, nous restons en contact, le commercial reste en contact avec vous avant, pendant et après, puisque à la fin de la prestation, que vous l'ayez faite par vos soins ou que ça soit par le biais de l'animateur, nous revenons vers vous pour avoir votre retour d'expérience qui est très important pour nous, puisque ça va nous permettre d'avoir votre sensibilité par rapport aux applications elles-mêmes, par rapport également à des choix, des envies d'applications qui pourraient vous venir à l'esprit du fait de la perception que vous aurez eue de vos salariés sur les expériences qu'ils auront vécues. Et puis tout simplement savoir si on a bien fait notre travail, si vous êtes content. Bien, merci. Donc, bon, maintenant que les choses, je pense, sont assez claires, on va parler sur justement quelques clients pour lesquels on a travaillé, on a proposé la prestation de journée sécurité. Donc, bon, vous en avez quelques-uns là. Présentés devant vous. Je vais aussi vous montrer quelques photos finalement de ce que sont nos journées sécurité. Comme vous pouvez le voir, on s'adapte à tous les locaux, à tout type d'organisation. Donc, que ce soit en entrepôt, en bureau, en atelier, sur chantier, on a fait ça sous des tentes. Oui, sous la chaleur. Sous la chaleur, dans le froid. On a fait ça, on a fait ça aussi à Marseille, au stade Vélodrome. C'était toi? Non, c'était À Paris, à Marseille, oui. Oui, effectivement, on a fait le stade Vélodrome, on a fait également Lyon, stade de rugby. Donc, tout se prête à une bonne journée sécurité. Au-delà du lieu, de toute façon, il y a aussi la volonté de l'équipe organisatrice et des dirigeants de faire que cette journée sécurité soit un succès. Je voudrais quand même, si tu veux bien, Florian, revenir sur nos références sur les journées sécurité. C'est vrai, il y a de grands groupes qui sont mentionnés ici parce que bon voilà, c'est toujours très valorisant pour nous et pour vous. Après, il faut quand même que vous sachiez que les journées sécurité ne sont pas réservées aux grands groupes. Aujourd'hui, les moyennes entreprises, les petites entreprises peuvent également envisager ça pour leurs salariés. Ça ne dépend pas du nombre de salariés. Le nombre de salariés ne fait pas la journée sécurité, en fait. Voilà, c'est la journée sécurité, elle est ouverte à tout type d'entreprise, à des centres de formation également pour attirer leurs clients, à l'éducation nationale aussi pour offrir autre chose à leurs étudiants. Donc voilà, je voulais juste vous faire remarquer que voilà, on avait mis des grands comptes, mais nos clients n'étaient pas tous des grands comptes. Voilà. Maintenant, donc pour terminer, je vais vous présenter on va dire un cas pratique un peu particulier donc de journée sécurité. Alors c'était un peu plus qu'une journée, on va dire que c'était un mois de sécurité cette fois-ci qu'on a réalisé pour la SNCF, qui était particulier dans plein de sens. Déjà le premier, c'est que on n'était pas sur des ateliers qui font partie de nos standards. En fait, on est parti sur des ateliers qui ont été commandés spécifiquement pour cet événement. Donc c'est la SNCF qui nous a commandé ça. Et donc qui a voulu qu'on crée deux applications VR pour le train de la sécurité. Le train de la sécurité, c'est, je vous explique ce que c'est parce que je trouve le concept intéressant. Mais c'est un ancien train, je crois que c'était un Thalys, je ne suis pas sûr. Mais bon, c'est un ancien train qu'ils ont complètement désossé. Tous les wagons ont été aménagés pour que le train soit parcouru d'une traite par tous les employés. Et chaque wagon était divisé en deux ateliers. Donc il y avait des ateliers qui avaient trait à tout un tas de thématiques, risques de chute, les risques psychosociaux.
Et nous devions intervenir sur 2 ateliers, donc dans tout ce train. Le train était sur des rails et donc naviguait de gare en gare, donc dans toute la France, et était à destination de tous les employés de la SNCF. Donc pour ça, nous avons dû créer 2 applications. Donc la première, c'était une recherche de risque, donc un gameplay linéaire qui a été fait sur mesure. On a modélisé une gare le but, c'était dans un temps limité qui était relativement restreint. Je crois que c'était 5 minutes par atelier. Donc en 5 minutes, les joueurs devaient détecter tous les risques présents dans la gare, donc que ce soit des risques dans la partie réservée au public, l'accès au quai et aussi toute la partie voirie en fait, qui est plutôt destinée au personnel, qui est destinée au personnel SNCF et aussi aux sous-traitants. Et la deuxième application, elle, c'était une application, c'était un simulateur relationnel, ce qu'on appelle, donc un gameplay non linéaire, un gameplay arborescent, où là, vous étiez dans la peau d'un agent d'accueil en fait en gare, qui était confronté à un voyageur un peu pressé et un petit peu agressif qui avait perdu sa valise. Et bien, en fonction de choix qu'on proposait dans le dialogue, il fallait réussir à dénouer un petit peu la tension, voilà, sans que ça dégénère et sans que le conflit éclate. Pareil, c'était un atelier qui durait 5 minutes et donc qui ont été complètement réalisés à la demande pour la SNCF. Donc il faut savoir qu'on est capable, en plus d'assurer en fait la prestation au niveau de la journée de sécurité, de créer complètement le produit qui va être présenté lors de cette journée. J'en profite d'ailleurs pour vous dire là, parce que je vois la petite bulle, c'est que lorsque vous utilisez nos casques, effectivement, il y a des applications. Ces applications, ce sont des recherches de risque. Lorsque l'utilisateur du casque donc, va détecter une situation à risque, il va avoir un message sécurité qui va apparaître de 2 façons, écrit et audible. Donc aujourd'hui, ces messages le but en fait, c'est que tout le monde, même les personnes qui ont un petit peu de difficulté à lire ou qui auraient enlevé leurs lunettes par exemple, puissent avoir le message sécurité des 2 façons, audible et écrit. Et lorsque la situation est corrigée, elle est également corrigée visuellement, c'est-à-dire que on remet la situation telle qu'elle devrait être dans la réalité des choses. Voilà. Et là, c'est moi qui vais apporter un petit complément. Mais tu peux me complimenter. Mais je peux faire des compliments, il n'y a pas de problème. Hein. C'est que nos produits sont en français, tous de base en français, mais sont proposés pour la plupart en anglais et peuvent être traduits dans n'importe quelle langue à la demande. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Bien, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à vous dire sur ces journées de sécurité. Je pense qu'on va passer aux questions. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions, donc je vais vous les lire et on va tenter d'y répondre. Donc je vais commencer par les premières. Donc c'est Thomas Dauphren qui nous demande si l'utilisation de la VR nécessite un environnement. Alors, il nous dit que l'utilisation de la VR nécessite un environnement sécurisé pour l'utilisateur, on est bien d'accord. Et quelle est la superficie approximative? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend comment vous voulez faire participer les joueurs et surtout quel type de produit vous allez proposer. Sur les recherches de risque, par exemple, on n'a pas besoin de grand-chose puisque, comme le disait Marie-Laure tout à l'heure, la plupart du temps, on fait participer les gens assis sur une chaise tournante puisque le déplacement ne se fait pas en réel, en fait, il se fait au travers de sauts qu'on réalise dans le casque, ce qui fait que finalement, j'ai envie de dire, il faut la surface d'une chaise tournante par personne. Après, vous avez des produits, des jeux pour lesquels il y a besoin d'un peu plus de surface ou en fonction du casque aussi, si vous avez besoin de délimiter une surface de jeu pour les casques les HTC Vive par exemple, et là on est plus sur quelque chose. Alors la recommandation, ça va être du 3 mètres par 3. J'ai envie de dire que c'est un peu large. On arrive à faire ça dans 2 mètres par 2 sans souci. Il faut savoir qu'à l'intérieur des casques, vous avez des sortes de barrières virtuelles qui font que si le joueur s'approche ou sort plutôt de la zone de jeu autorisée, il y a une sorte de grille qui apparaît devant lui et qui lui dit tu vas pas plus loin. Donc c'est quand même très 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 flexible. Tout va dépendre du nombre de personnes que vous souhaitez faire passer en même temps et du matériel que vous allez utiliser. Mais ça peut tenir dans une pièce de, allez, on va dire 6 mètres carrés et puis on peut meubler un hangar complet. Ça, on arrive à s'adapter parfaitement.
Toujours donc de Thomas, quels sont les différents environnements déjà créés? Alors, ben, vous avez les environnements que je vous ai montrés, je vais essayer de revenir sur la slide, que vous avez par secteur d'activité. Donc, tertiaire bureau, vous avez un environnement de bureau, tout ce qui est de plus classique. La partie travaux publics, vous êtes dans un milieu urbain avec des travaux sur le côté de la voirie. Logistique, c'est un entrepôt logistique qui est de taille moyenne. C'est pas on a essayé de trouver à chaque fois des environnements assez standards. Carrière, pareil, vous êtes sur une carrière de taille moyenne, j'ai envie de dire. Bâtiment, c'est un chantier de BTP, bâtiment nouveau, hein, nouvelle construction. Vous avez un R+2 ou R+3 qui se construit au milieu, et puis un autre bâtiment sur le côté qui en est à son stade moins avancé. La partie industrie, c'est une industrie un peu standard qu'on a créée, qui fait à peu près la taille donc, eh ben, de l'entrepôt. On est à peu près sur la même surface. La partie secondes œuvres, on est plus sur. Dans l'idée, on avait fait un centre commercial, en fait, un hall de centre commercial avec un escalator et une espèce de grand hall central. Et pour la partie santé, là, on a modélisé vraiment un service. Alors, on en a deux. On a une partie office industrie sur les TMS. En fait, ouais. sur les TMS, on a deux environnements. On a TMS bâtiment et on a un autre TMS qui est propre au BTP. Ouais. Et donc pour la partie santé, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a un environnement EHPAD, donc c'est une maison de retraite. Et donc là, on a vraiment un service complet qui est modélisé avec donc l'accueil et des couloirs, une salle de soins, et je crois qu'on a 4 ou 5 chambres visitables. Et pour la partie centre hospitalier, donc c'est le même environnement, mais qui est modélisé pour représenter un centre hospitalier, non plus un EHPAD. Donc il faut savoir également que cette collection s'étoffe et nos environnements évoluent tout le temps. Donc venez régulièrement consulter notre site pour voir un petit peu les nouveautés. Maintenant, j'ai une question de Magali Michelian. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, désolé. Comment se passe l'intervention? Peut-on faire participer un groupe de collaborateurs? Est-ce que tu veux répondre? Je réponds moi. Comment se passe l'intervention? Je pense que vous avoir décliné un petit peu les différentes étapes. Effectivement, vous nous appelez, on fait le choix ensemble de ce qui serait le plus judicieux pour vos salariés en partant de votre idée initiale. On vous loue les casques ou on fait venir un animateur pour vous. Effectivement, on peut imaginer, et ça dépend de votre mode d'organisation, soit vous préétablissez des groupes et régulièrement, peut-être toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, un groupe d'une dizaine de personnes, par exemple, peut venir sur notre stand pour effectivement faire l'atelier, que ce soit vous ou nous qui l'animiez. Effectivement, par groupe, c'est quand même plus sympa dans le sens où il y a une émulation qui se crée beaucoup plus rapidement et où le message en plus s'ébruite parce que du coup, les groupes après se recroisent dans l'entreprise, en fait, sur le terrain de votre safety day, et ils se disent, ouais, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, et du coup, il y a un afflux permanent et régulier sur votre atelier qui va vivre. Ensuite, question de Thomas. À nouveau, peuvent-ils être personnalisés? Oui, ils peuvent être personnalisés. C'est ce que je vous expliquais un petit peu avec la présentation du produit pour la SNCF. Alors, on peut personnaliser, on peut créer à partir de zéro votre expérience. Alors, on peut les personnaliser en plus de différentes façons. Donc, par exemple, sur les recherches de risques que vous avez à l'écran là, on peut personnaliser l'environnement. Si vous voulez qu'on modifie l'environnement existant pour qu'il ressemble plus à vos locaux, vous voulez faire apparaître un logo, faire apparaître des particularités de votre entreprise, on peut. Ils peuvent être également personnalisés sur la partie risque à découvrir. Est-ce que vous voulez qu'on crée des nouveaux risques spécifiquement pour vous, qu'on modifie des risques existants? Donc c'est quelque chose qui se définit en amont avec le commercial quand l'étude est faite. On va essayer de vous aiguiller pour vous proposer ce qu'on peut faire.
Et ces personnalisations, bien entendu, sont valables également pour les autres types de produits, que ce soit les simulateurs ou les simulateurs, les autres projets qui sont en cours, que ce soit le risque routier, premier secours, etc. Effectivement, on a notre base et on peut totalement modifier les choses en fonction de vos demandes. Une autre question de Magali suite à ça, y a-t-il des sensibilisations sur le comportement attendu d'un manager en sécurité ou d'un collaborateur? Alors, pour les managers, pour l'instant, on a... En fait, je ne suis pas sûr de complètement comprendre la question. Donc, un manager en sécurité ou d'un collaborateur. Peut-être votre question, c'est est-ce qu'on a pour l'instant des projets qui pourraient peut-être, je prends un exemple, hein, traiter du risque de vigilance partagée ou de visite de sécurité, de choses comme ça. Alors, je suis désolé si c'est pas ça que vous attendez, mais bon, je vais répondre à ça. Pour l'instant, on ne l'a pas prévu. Pour l'instant, on est vraiment sur vraiment une collection qui s'adresse à tout le monde, on va dire, et pas spécifiquement aux managers. Maintenant, certains les concernent. Par exemple, le risque routier, je pense que ça concerne justement beaucoup les managers aussi, qui sont quand même pas mal en déplacement. Maintenant, encore une fois, si vous avez une demande spécifique, on peut complètement monter un produit en fonction de vos besoins. Moi, je n'ai pas perçu la question de cette façon-là. J'ai plutôt compris, est-ce qu'il y a un retour des salariés eux-mêmes suite à cette expérience ou des managers? Donc, si c'est le cas, et si c'est bien ce que j'ai compris, effectivement, aujourd'hui, on a des témoignages de salariés et de managers. Donc, c'est le retour d'expérience dont on parlait tout à l'heure, qui nous font état effectivement de leur perception des choses. Et bon, bien évidemment, vous vous doutez que si on développe autant d'applications aujourd'hui au rythme où Florian vous en a parlé, c'est qu'effectivement le retour est plutôt très bon. Nouvelle question de Thomas concernant la thématique industrielle qui nous demande si on a plusieurs environnements. Non, on a un seul environnement industriel qui, comme je vous l'ai dit, on essaie de le baser sur un environnement industriel standard. Alors, il faut savoir qu'on a l'habitude de se déplacer pour les projets qu'on fait, parce qu'on ne fait pas que ça, on fait beaucoup de produits donc sur mesure pour la sécurité, la santé, etc. Et on est souvent amené à se déplacer chez des clients et à voir beaucoup d'industries. Donc, on a fait une espèce de grosse moyenne de toutes les industries qu'on a pu voir, ce qui fait que notre environnement est le plus standard possible. Peut-être qu'on le déclinera en industrie type, que ce soit de l'agroalimentaire, de la chimie, des choses comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas prévu dans les mois qui arrivent, mais pourquoi pas. Après, on reste ouvert à vos besoins. Et puis, bon, vous pouvez toujours nous appeler, effectivement, pour nous dire quels sont-ils. Et puis, on pourra vous dire s'il y a des choses qu'on peut réutiliser ou carrément si il faut vous créer un environnement et quel serait le budget pour ça. Ensuite, on a une question d'Alexandra Uzel qui nous demande si on a une thématique sur les déplacements et les chutes de plein pied et une sur l'alcoolémie. Alors, les chutes de plein pied, oui, nous avons. Et sur l'alcoolémie, on va le traiter dans la partie risque routier, puisque ça fera partie des facteurs de risque sur la conduite. Maintenant, spécifiquement l'alcoolémie, non. Sur le poste de travail, non. Maintenant, c'est une bonne idée. Voilà. C'est quelque chose qu'on pourrait réaliser pour vous, sans problème. Alors, ensuite, question de Nicolas Georget. Est-il possible d'adapter au fil de l'eau le scénario de VR suivant la fonction du participant, c'est-à-dire administratif en bureau, technicien de maintenance, industriel ou conducteur d'engin sur chantier? Alors oui, ça va être une particularité du produit, mais on peut tout à fait créer des profils et que le scénario soit adapté en fonction du profil du joueur et donc qu'il soit différent en fonction du type de joueur qui va le parcourir. Ça, c'est tout à fait envisageable. Après, c'est vrai que notre grande force, c'est qu'en tant que concepteur et éditeur, on a quand même une expertise santé-sécurité aujourd'hui qui est reconnue. Et c'est vrai que sur les scénarios que vous pourrez nous demander, déjà, on vous demandera un cahier des charges et puis on apportera notre propre expertise également de façon à ce que votre scénario, votre jeu, au final, corresponde le plus possible à la réalité et que l'entièreté des risques associés à cet environnement soit traitée.
question de Thomas. Quel est le nombre maximal d'utilisateurs simultanés? Eh ben, il n'y a pas de nombre maximal. C'est-à-dire que, en gros, donc pour les casques autonomes, ceux qu'on utilise généralement pour les recherches de risque, par exemple, eh bien, vous avez autant de casques que d'utilisateurs, ce qui fait que si vous voulez mettre à disposition 30 casques, 30 personnes peuvent passer de façon simultanée. Et c'est la même chose pour les casques, on va dire, qui sont accompagnés d'un PC. Là, la petite limite que vous aurez en plus, c'est que généralement, ceux-là ont besoin d'une surface un peu plus importante et le matériel est un peu moins flexible. C'est-à-dire que vous avez besoin du casque, plus du PC, plus les stations à installer. Mais en théorie, si on parle d'un point de vue purement technique, il n'y a pas de limite puisque chaque application tourne de façon indépendante avec une personne. Ensuite, question d'Alexis Lejeune qui nous demande s'il peut y avoir un écran qui retransmet la vision de l'utilisateur pour les autres personnes du groupe. Oui, tout à fait. Quel que soit le casque que vous utilisez, vous avez la possibilité, en le reliant par un câble HDMI, ou dans le cas d'un casque sur PC, et puis câble USB dans le cas d'un casque autonome, de brancher ça sur un écran, un grand écran, que ce soit une télé ou un PC. Question de Marc qui nous demande: avez-vous des environnements type industrie agroalimentaire? Donc pour l'instant non, mais ça pourrait complètement être réalisé de façon personnalisée. Et ensuite, existe-t-il une solution de mise à dispo permanente d'un casque VR, donc vente ou location, contrat de suivi? Alors oui, ça. Oui, tout à fait. Effectivement, dans le cadre des journées sécurité, on ne vous en a pas parlé parce que on est sur un épiphénomène, mais bien évidemment, une large part de notre activité au niveau de la réalité virtuelle veut que l'on puisse vous proposer la vente d'applications seules, si vous avez déjà du matériel, ou vous faire une offre clé en main qui va intégrer matériel plus application. Et en plus, par rapport à l'utilisation que vous allez en faire, on va vous proposer tel type de casque ou tel type de casque. Donc, nous sommes complètement à votre écoute pour vous proposer ce genre de choses en adéquation toujours avec l'utilisation que vous allez en faire. Ensuite, quelle est la durée maximum du port du casque pour éviter les mauvaises sensations? Alors, déjà, il faut savoir que tout le monde n'est pas égal à ce niveau-là. Donc, il y a des gens qui vont supporter ça très bien sans aucun souci. Il y a des gens qui vont, quoi qu'on fasse, avoir beaucoup de mal d'entrée. Généralement, c'est des gens qui ont le mal des transports, enfin, qui ont une sensibilité particulière. Ou un problème d'oreille interne. Un problème d'oreille interne, etc. Faut savoir qu'aussi, on s'habitue. C'est-à-dire que des gens qui, au début, sont pas à l'aise, si l'expérience, au fur et à mesure, ils pratiquent l'expérience, ils s'habituent et le supportent beaucoup plus. Pour vous donner un chiffre quand même, une bonne moyenne pour une expérience VR, une bonne pratique, c'est de ne pas dépasser la vingtaine de minutes, ce qui est déjà une bonne expérience. Et entre 10 et 20 minutes, ça me paraît confortable. Et puis tout va dépendre aussi du casque qui va être utilisé, puisque bien évidemment la technicité de l'un et de l'autre va aussi jouer sur le confort de la personne qui va porter le casque et donc jouer. Alors ensuite, Alexandra qui nous remercie pour la question précédente et qui nous dit que l'alcoolémie et autres addictions concernent l'ensemble du personnel. La VR me paraît tout à fait adaptée pour la sensibilisation. Merci pour votre présentation. Merci Alexandra. Merci Alexandra de ce retour. Et effectivement, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez déjà un cahier des charges, à nous en faire part. Et puis sinon, on pourra toujours vous aider à en établir un ensemble. Alors ensuite, Thomas qui pose une question: y a-t-il des applications de collaboration possibles? Alors ça, on ne vous en a pas parlé, mais effectivement, si j'ai bien compris la question, on peut avoir des applications qui se jouent en multijoueur, c'est-à-dire où il y a plusieurs joueurs qui tournent sur le même scénario. C'est ce type de projet qui nous a fait remporter le trophée d'innovation à Marseille cette année pour la SNCF, le projet d'établissement du plan de prévention, puisque vous avez 4 joueurs qui tournent en même temps sur le jeu, sur le scénario, qui sont pas nécessairement dans la même pièce. Ça peut être un multijoueur à distance ou un multijoueur local, ça on l'établira en fonction de vos besoins, et ça pose pas de souci.
Plusieurs tiers peuvent interagir dans un même environnement qui le partage. Excusez-moi, je parle un peu dans ma barbe. Plusieurs utilisateurs peuvent-ils interagir dans un même environnement qu'ils partagent? Et si oui, à combien maximum? C'est un petit peu la même question. Ouais, Donc c'est ce qu'on oui, vient de il n'y a dire. pas de Ouais. souci. Combien maximum? C'est pareil, il n'y a pas vraiment de limite, puisqu'on est sur du multijoueur. Pour tout vous dire, on n'a pas eu de demande de multijoueur qui dépasse 5-6 joueurs en même temps pour l'instant, mais c'est pareil, en théorie, techniquement, on peut dépasser plus de 10 000 joueurs en même temps. En fait, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Après, il faut que l'expérience soit conçue pour recevoir de façon efficace le nombre de joueurs. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais par exemple, mettre 200 joueurs dans une recherche de risque sur lequel vous avez un environnement qui fait un petit hectare et sur lequel il y a 20 risques à trouver, je ne suis pas sûr que ce soit le plus optimal. Voilà, en fait, c'est toute une histoire de mesure. Mais si on est sur la technique pure, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Enfin, la limite est assez haute. Et je crois qu'on a terminé pour les questions. Eh bien voilà, Voilà. on va se quitter. Ah, alors attendez, non, il y Non a des questions qui arrivent encore. Ah. Il y a Thomas qui nous demande si on peut donner un ordre de coût. Un ordre de coût, alors vous allez vite avoir le temps de répondre. Thomas, un ordre de coût, pourquoi? Est-ce que c'est pour la location? Est-ce que c'est pour la vente? Et très honnêtement, ça va dépendre du nombre de casques, du nombre d'applications. Voilà, il n'y a pas de coût comme ça. Sur les journées sécurité, en attendant, comme je vous l'ai dit, on loue un nombre de casques avec plusieurs applications dedans. Donc, tout va être lié au nombre de casques. Voilà. Donc, je vous propose tout simplement de nous recontacter et comme ça, on pourra vous donner quelque chose de très précis plutôt que balancer un chiffre en l'air. Et ensuite, on a Nicolas qui nous dit qu'il serait intéressé pour planifier une journée en avril prochain, un dimanche Saturday avec essai si possible d'ici là du scénario consignation électrique acheté. Nicolas, je vous invite pareil à nous contacter aujourd'hui et puis on s'en occupe. Tout à fait. Voilà, je crois que maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci pour votre attention, pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des choses qui vous viennent par la suite. Voilà. On n'hésitera pas, on est à votre disposition, on n'hésitera pas à vous répondre, bien évidemment. Et on vous souhaite une excellente journée. Et bon appétit. Merci.